Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef du NPD monte le ton envers le gouvernement Trudeau. Jagmeet Singh menace de mettre fin à son entente avec les libéraux si un projet de loi jetant les bases d'un programme national d'assurance médicaments n'est pas déposé d'ici le 1er mars. M. Singh, qui avait déjà envoyé un ultimatum la semaine dernière, a renouvelé ce menace ce matin. Mais la question sur les libéraux, parce que c'est eux qui vont briser les promesses. C'est eux qui vont briser l'entente s'ils brisent leurs promesses. Donc, c'est la faute du gouvernement libéral. Il ne peut pas prendre pour acquis notre appui s'ils brisent leurs promesses. Et il ne peut pas prendre notre appui pour aucun vote s'ils brisent ce qu'ils ont promis de faire. Donc, c'est vraiment, comme on dit en français, le ballon est dans leur cours. S'ils vont briser leurs promesses, ils vont avoir des conséquences. Je retrouve là-dessus Joël Denis, Catherine et Yves. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Joël Denis, vous avez interviewé Jagmeet Singh hier. Il a même placé ses troupes en état d'alerte électorale. Et pour moi, c'est un signe qui ne bluffe pas quand il dit qu'il pourrait, se retirer de l'entente si jamais les libéraux ne déposent pas comme prévu un projet de loi pour mettre en œuvre un programme national d'assurance médicaments. Et c'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer pour en discuter. Est-ce que oui, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Et pour moi, c'est le signe que oui. Lorsqu'il met ses troupes en état d'alerte électorale, c'est sérieux. Ça veut donc dire qu'il se prépare à toutes les éventualités. Et pour la première fois depuis plusieurs mois, le scénario d'une campagne électorale s'insère dans le vocabulaire de Jagmeet Singh en 2024. Donc ça, c'est une nouveauté également. Et ça me fait dire que les libéraux ne doivent pas tenir pour acquis l'appui du NPD lors de vote de confiance parce qu'il le durcit le ton véritablement. On verra si les libéraux livrent la marchandise telle qu'ils le souhaitent, c'est-à-dire un projet de loi d'ici le 1er mars pour jeter les bases d'un programme national d'assurance médicaments. Bon, parce qu'il dit que la balle est dans le camp des libéraux. Catherine, est-ce qu'on sait sur quoi portent les négociations? Parce qu'il n'est pas question d'argent dans ça, là. Non, c'est ça. On parle d'un cadre pour éventuellement implanter ce programme d'assurance médicaments. Mais ce que j'en comprends, c'est que, les libéraux, je pense, veulent pallier au système actuel. Ils veulent finalement, là où les gens n'ont pas d'assurance médicaments, dans le fond, trouver un moyen de leur donner, mais le NPD veut vraiment un programme national d'assurance médicaments. Donc, c'est là où ça achoppe en ce moment entre les deux parties. Et puis, pour en revenir à ce que Joël Denis disait, vraiment, en ce moment, on voit, c'est vrai, Jagmeet Singh bombe le torse actuellement. Il le fait depuis le début de la session, mais encore une fois, on entend du côté des libéraux que tout va bien, il n'y a rien à voir ici. Donc, j'ai hâte de voir dans 2 semaines là, où en seront les négociations. Mon sentiment, c'est qu'il y aura quand même un projet de loi. Ils vont réussir à s'entendre peut-être à la dernière minute, mais vraiment, on voit que le NPD commence à prendre position, commence à penser à sortir de cette entente là, pour éventuellement ne pas trop s'associer avec ce parti libéral qui est très bas dans les sondages. Oui, mais quand même, Yves, on peut se demander si le NPD a vraiment intérêt à faire tomber le gouvernement, alors qu'ils font vraiment, eux non plus, aucun gain dans les sondages. Aucun. Vous savez, on peut comprendre qu'à l'intérieur du NPD, il y a une certaine grogne et qu'on veuille se débarrasser de cette alliance. Mais de là à faire tomber le gouvernement, il faut comprendre qu'actuellement, le NPD est le 4e parti en nombre de sièges en Chambre, mais exerce quand même une certaine influence sur un gouvernement minoritaire. Si on regarde Canada 338, ça dit que le NPD va conserver à peu près le même nombre de sièges, mais se retrouverait dans une situation de gouvernement conservateur majoritaire où il n'y aurait absolument plus aucune influence. Alors, est-ce que on prend le risque de faire tomber un gouvernement sur un vote de confiance budgétaire, par exemple? J'ai mes réserves, là, j'y crois plus ou moins parce que j'ai l'impression que c'est un peu se tirer dans le pied. Ouais. Si je peux me remettre rapidement, je pense que ce qu'il faut comprendre de la pensée du NPD, c'est des élections si nécessaires, mais pas nécessairement des élections. Pour reprendre une phrase célèbre du temps de la conscription au Canada, c'est donc dire que s'il faut aller jusqu'à des élections, on va le faire, mais on n'en veut pas nécessairement. Donc, il reste plusieurs variables que le NPD ne contrôle pas, que le gouvernement contrôle. Donc, c'est pour ça que le Jagmeet Singh dit essentiellement que la balle est dans le camp des libéraux et il va y avoir des résultats d'ici 2 semaines. Bon. Parlons maintenant de la visite de Mélanie Joly à
à Washington. Elle a rencontré son homologue Anthony Blinken. Joël Denis, c'est quoi le but de cette rencontre-là? Bien, probablement pour tenter peut-être de donner une nouvelle impulsion aux tentatives de certains pays pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Ça mène nulle part jusqu'ici. La souffrance s'accentue et le Canada se voit encore comme un pays capable peut-être d'avoir une petite influence. Mais le gros bout du bâton, ce sont les Américains qui l'ont. Et à l'heure actuelle, les États-Unis n'arrivent même pas à convaincre le gouvernement israélien de réduire la cadence ou ralentir la cadence pour ce qui est des bombardements et de peut-être même cesser le feu. Donc, notre rôle est quand même limité, sauf qu'avoir des discussions avec la puissance qui a le plus d'influence, je pense que ça peut être quand même bénéfique pour le Canada. Oui. La ministre Joly a dit qu'Israël place la population de Rafah dans une situation impossible. Catherine, ça pourrait être quoi les conséquences de ça pour le Canada? C'est une très bonne question. Là aussi, on voit que Mélanie Joly monte le ton, elle bombe le torse aussi, mais la réalité, c'est que le Canada n'a pas beaucoup d'influence. Il faut absolument s'allier avec les États-Unis pour tenter là, de convaincre Israël de repousser cette offensive militaire là, qui, je comprends, devrait arriver dans les 2 prochaines semaines. Alors, la situation à Rafah, ce serait catastrophique. Rafah, bon, c'est juste à la frontière de l'Égypte. À peu près plus de la moitié de la population gazaoui est là actuellement. Donc, il faut tout faire là, pour éviter finalement qu'on fasse... En fait, qu'on voit le pire actuellement. Donc, vraiment, je pense que les États-Unis, le Canada veulent pousser dans la même direction. On veut libérer les otages. On veut aussi là, plus d'aide humanitaire. On veut un cessez-le-feu. Donc, je pense que Madame Joly vraiment pousse pour ça en ce moment et elle va sûrement pousser dans cette même direction avec son homologue jordanien. Yves, en quelques secondes, alors que les pourparlers se poursuivent pour un cessez-le-feu, est-ce que le Canada pourrait jouer un rôle dans la sortie de crise? Je vois pas comment, d'aucune façon. Moi, j'ai l'impression que ce que fait Mme Joly, c'est davantage en termes de politique domestique, parce que c'est un dossier qui est tellement polarisant. Les Canadiens et Canadiennes doivent savoir à quelle enseigne loge le gouvernement Trudeau, et j'ai l'impression que c'est davantage ce qu'elle est en train de faire, expliquer la position, plutôt que de vouloir être un joueur déterminant, ce qui arrivera jamais. Je termine avec Arif Khan, rapport très attendu de la VG hier. Bon, finalement, c'est passé de 80 000 à près de 60 millions. Joël Denis, jusqu'à quel point c'est dommageable pour le gouvernement Trudeau? C'est très dommageable parce que je pense que les gens peuvent comprendre que 80 000 et 60 millions, il y a quand même une grosse différence. Voilà. Et donc, on est capable de saisir l'importance de la mauvaise gestion des fonds publics. Et quand on se fait taper sur les doigts par la vérificatrice générale, qui est le chien de garde des contribuables du Parlement, ça fait toujours mal. Et j'ai hâte de voir les prochains sondages si le gouvernement Trudeau va subir d'autres chutes dans ses appuis. Mais évidemment, ça fait l'affaire des conservateurs qui vont continuer à multiplier les attaques sur la mauvaise gestion des fonds publics. Donc, ça donne de nouvelles munitions aux conservateurs. Les conservateurs qui ont même parlé de corruption. Voilà. Catherine, est-ce que ça va trop loin? Pour les attaques des conservateurs, la question se pose là, vraiment parce qu'en ce moment, il y a une enquête de la GRC. D'ailleurs, Pierre Poilievre veut qu'on élargisse cette enquête avec toutes ces nouvelles informations de la vérificatrice générale. Vraiment, il y a des choses très bizarres là, dans ce rapport là, qu'on a vu hier. Et je trouve que vraiment... Bon, l'argument du gouvernement, c'est la pandémie, bon, tout allait vite, tout ça, mais vraiment des détails comme le fait que GC Strategies, qui est la firme de consultants là, qui a effectivement fait cette application, en fait, a déterminé les règles pour un appel d'offres et ensuite a été le seul soumissionnaire. Je trouve ça très bizarre, donc... Non, la vérificatrice générale ne parle pas de corruption, mais quand même, je trouve que ces attaques-là sont efficaces de la part des conservateurs parce qu'il y a de réelles questions par rapport à Arif Khan. Ça donne des munitions à l'opposition. Yves, la GRC pourrait donc être saisie du dossier. Vous vous attendez à quoi pour la suite des choses? Difficile à dire, mais clairement, c'est évident que le gouvernement paraît très mal, mais il faut surtout se poser des questions sur la très difficile relation entre le gouvernement fédéral et les technologies de l'information. Parce que oui, les conservateurs sont des grands critiques de ce qui se passe, mais il faut rappeler aussi que les conservateurs sont un des joueurs majeurs dans le fiasco du système de paix Phoenix. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'il faut davantage faire la lumière. Comment se fait-il que ce gouvernement est incapable d'agir
à des coûts raisonnables dans à peu près tous les dossiers. Et ça vaut pas seulement pour le gouvernement libéral, ça valait aussi pour le gouvernement conservateur précédent. Oui, ça pourrait leur rebondir au visage. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci. Merci, Esther. Merci. Au revoir.